Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode spécial Kona du Try Bandit. Ça fait 20 minutes qu'on est en train de se bagarrer avec nos téléphones et ordinateurs respectifs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nouveau un ami et puis quelqu'un qui était déjà venu nous rendre visite sur le Try Bandit, Romuald Lepers. Bienvenue de retour sur le Try Bandit. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Oui, c'est un plaisir d'échanger une nouvelle fois avec vous sur, je sais pas, sur la chaleur ou des choses en relation avec les seuils lactiques, je crois, c'est ça En l'idée? fait, Voilà. si tu veux, j'ai fait un petit peu j'ai sorti ma pelle et ma pioche et j'ai été faire un petit peu de fouillage dans les archives du triathlon mondial et tu avais publié, toi, un papier sur l'évolution des performances entre 2008 et, je sais plus, 2011 ou 2013. Je me trompe pas, non? Alors c'est même plus ancien en fait, ça s'est arrêté, je crois, l'évolution, c'était jusqu'en 2014, je crois. C'était sur les 30 dernières, non, pas les 20 dernières années. Mais du coup, j'ai pas, là, je pourrais pas te dire ce qui s'est passé les 10 dernières années, même si j'ai une idée. Euh, Et voilà, c'est un papier, un des premiers papiers qui analysait l'évolution des performances au triathlon d'Hawaï. J'ai oublié d'accueillir mon pote Mika qui est bien évidemment là et qui est le master et surtout qui est en partance pour Kona. Coucou tout le monde, ravi d'être ici, même si je suis à moitié dans les valises déjà un petit peu. Mais l'idée, effectivement, c'était de profiter un petit peu de la présence de Romu et d'apporter de la science à nos sciences à nous. Donc, du coup, on va poser des questions, puis surtout, on va prendre un café, on va écouter Romu. Voilà, c'était ça le truc. C'est une interview de bandit comme on les aime. Non, en fait, si tu veux, moi, si, pour plonger directement dans le truc, il y a quelque chose qui m'a fasciné. Si on regarde les temps des pros, il y a quasiment pas eu d'évolution entre, je dirais, 1989 et puis 2000, la partie pré-Covid, si tu veux. Si on prend le temps global, si tu veux, les temps natation, ben on peut évoluer. Les temps vélo avaient tendance à s'améliorer, mais c'était pas non plus des pas qui étaient phénoménaux. Et sur les temps marathon, jusqu'à l'avènement des deux victoires de Patrick Lange où il est venu titiller les 2:40, on n'avait pas vu d'amélioration incroyable. Le record de l'épreuve, il était détenu par Luc Van Lierde, qui avait été ensuite battu par Craig Alexander, si je me trompe pas, en 8h01 37 ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu le Covid, et derrière, on s'est retrouvé avec une amélioration des performances à tous les niveaux qui ont été mais vraiment exceptionnels, quoi. Et aujourd'hui, le record à Kona, il est, je sais plus de combien il est. T'as les chiffres sous les yeux. 7h40, 24. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'en l'espace de entre avant Covid et après Covid, les athlètes ont buté sur la barrière des 8 heures pendant une trentaine d'années. Et puis aujourd'hui, ben leur corps, il a pris 20 minutes dans la gueule. Et qu'est-ce qui, pour toi, a été le moteur là-dedans? Parce que quand il y a une amélioration des performances, on peut parler de l'évolution technologique, de l'aspect entraînement en lui-même, et puis de l'aspect nutrition. Pour moi, c'est les trois grands points que je vois qui permettent l'amélioration des performances. Qu'est-ce qui, pour toi, a été vraiment le facteur déclenchant de cette révolution au niveau des performances? Pour ce qui est de l'aspect matériel, bon, clairement, le cyclisme a bénéficié de ça, je pense. Par contre, en course à pied, bon, mis à part les chaussures, les super shoes, l'aspect est moindre, hein. Je pense les gains à pied, pour le coup, il faudra les chercher plutôt sur des aspects liés à peut-être à l'entraînement, des méthodes d'entraînement différentes. Ça, on pourra en reparler un petit peu. L'aspect matériel en vélo, oui, j'ai vraiment l'impression que ces dernières années, tout ce qui est aérodynamisme, aussi bien en vélo, mais dans le textile, dans les casques, etc., il y a un gros effort qui est fait. Vraiment, on est à la recherche sûrement des gains marginaux. Maintenant, tout le monde en parle et tout le monde y est conscient. On est conscient, elle les utilise. Voilà, alors pourquoi c'est venu après le Covid, je ne pourrais pas trop te dire. Même, je pense que voilà, tous les pros maintenant sont dans cette dynamique, hein, de recherche du gain, quoi qu'il en coûte, je dirais. Euh, et là, par contre, j'ai pas d'autre explication que ça, hein. Euh, Et tu penses que c'est vraiment le matériel, si tu veux, ou
qui a été amené par les fabricants du genre fabricants de vélos ou fabricants de textiles qui ont poussé l'innovation, ou tu penses que c'est plutôt de, une recherche de la part des athlètes, comme si tu veux, comme on a vu avec les Norvégiens, quand eux ils sont arrivés, il y a eu la création de cette société qui s'appelle Santaratech et qui a un gros focus sur l'amélioration des performances, la recherche à la fois dans le domaine du matériel, à la fois dans le domaine de la physiologie et tout ça. Et moi je me suis toujours demandé un petit peu qu'est-ce qu'était le moteur. Évidemment les marques elles veulent toujours avoir le vélo le plus rapide et on sait bien que tous les ans il y a toujours une marque qui annonce qu'elle a un vélo qui est le plus rapide, mais si tu veux, les écarts qu'on a vus ces dernières années, on parle pas de minutes, quoi. On parle de marge de progression qui, pour moi, était pas du tout imaginable. Non, franchement, tu poses une question qui est, c'est complexe, hein. Je pense que là, moi, je pense plutôt au matériel que vraiment à la physiologie. Je vois pas en quoi, en 10 ans, la physiologie humaine aurait vraiment changé. Euh, Ce serait tout le temps intéressant de voir si tu mettais un Mark Allen sur un vélo actuel, qu'est-ce qu'il vaudrait? Et je pense qu'il vaudrait la même chose que les athlètes actuels, hein. Euh, pour les méthodes d'entraînement, je sais pas. Il y a pas eu de méthode bien innovante, on va dire, ces dernières années qui pourrait expliquer des gains comme tu le mentionnes, hein. C'est un ensemble de choses, je pense. Il y a Tout est lié, deux, hein. Je pense que tout le monde fait attention à tout maintenant, aussi bien à l'entraînement qu'à la nutrition qu'au matériel, ce qui est peut-être pas le cas avant. Euh, Clairement, il y a une recherche de performance enfin, ouais, sur tous les aspects maintenant. il y a deux facteurs que tu mentionnes qui sont pourtant pour moi je trouve qu'il y a quand même eu des petites évolutions au niveau de la physiologie. Si on regarde à l'époque où tu avais sorti ton étude 2012-2014, le profil des athlètes qui étaient présents à Kona était quand même relativement similaire. C'était souvent des plus ou moins grands, mais ça on n'y peut rien. Par contre, ils étaient tous. Il n'y avait pas un athlète qui avait une veine qui n'était pas visible ou une fibre musculaire qui n'était pas visible. Ils étaient super secs. Aujourd'hui, les athlètes sont beaucoup moins secs qu'avant. Est-ce que ça, c'est une conséquence ou est-ce que c'est une cause? Je ne sais pas. Et puis, en termes d'entraînement, il y a une dizaine d'années, on commençait à entendre parler de l'entraînement polarisé, où c'était 80-20 avec 80% de basse intensité et 20% où on se mettait le moteur dans la boîte à gants. Là, aujourd'hui, on parle plutôt de méthode, pas au seuil, mais pyramidale, Non, norvégienne. Ouais, ouais, norvégien, ouais. où les Norvégiens passent énormément de temps au seuil. Et je pense que du coup, entre l'amélioration de la diététique et l'amélioration, on devient bon à ce qu'on s'entraîne à faire. Donc forcément, si on passe plus de temps à faire de l'allure course, on va devenir bon à l'allure course. Et donc, si on mange mieux et qu'on s'alimente mieux pendant les séances d'entraînement, on va pouvoir être plus performant le jour J. On sait qu'ils vont en altitude, ils vont sous la chaleur. Donc, altitude, chaleur, diététique, ça peut quand même être un facteur un peu déclenchant pour le reste. Euh, oui, oui, c'est une optimisation, effectivement. Grâce à ça, on va peut-être améliorer certains facteurs physiologiques, hein, liés à l'endurance, au coût énergétique, etc. Mhm. Donc là, mais c'est plus des méthodes d'entraînement. Quand je dis on change pas la physiologie, c'était au niveau, on va dire peut-être cellulaire, évidemment. Mais oui, oui, les méthodes d'entraînement évoluent. Après, il y a aussi des modes, hein, clairement. Là, on parle beaucoup de la méthode norvégienne, mais bon, mis à part j'aimerais bien savoir déjà s'ils l'utilisent eux, les Norvégiens, parce que au départ, c'était quand même basé sur Jacob qui l'utilisait, hein, le tour de 1500. Est-ce que les Norvégiens triathlètes l'utilisent? Certainement déjà ils l'utilisent. S'ils l'utilisent, en tout cas, c'est pas avec la même manière que Jacob, hein. Il prépare pas un 1500 mètres, hein, il prépare un marathon. Donc il y a certainement une adaptation de ces séances double seuil entre guillemets. Voilà, l'altitude, bon, ça c'est connu depuis longtemps. L'entraînement à la chaleur. Il y a des choses aussi qui sont nouvelles, hein. Enfin, en tout cas, on connaît mieux maintenant la réponse de l'organisme à la chaleur. Pourquoi il est si important de s'entraîner à la chaleur. Donc, bah, si ça vous intéresse, en 3 minutes, je vous dire, hein, parce que ça peut intéresser tout le monde, hein. Donc déjà, il faut savoir qu'effectivement, le corps, il lutte contre la chaleur par la sudation, hein, par la transpiration. Ça, c'est effectivement, ça c'est bien compris. Mais en fait, le taux de sudation va dépendre en fait de l'entraînement qu'il a à la chaleur.
Alors, ce qui est maintenant bien connu, c'est que l'adaptation à la chaleur, elle va se faire entre 3 et 15 jours. Donc, sous-entendu, si vous voulez optimiser finalement euh, votre compétition à la chaleur, il faudrait passer au moins minimum une semaine, voire 15 jours sur le site pour pouvoir avoir ces adaptations. Alors, en fait, quand on parle d'adaptation, qu'est-ce que c'est? Alors, la principale adaptation, c'est que votre volume plasmatique, c'est-à-dire la quantité de plasma que vous avez dans le sang, donc normalement, vous avez 6 litres de sang, à peu près. D'accord. Dans le sang, dans le sang, en fait, il y a les globules rouges, un peu de globules blancs et essentiellement du plasma, donc de l'eau. Et en fait, avec la chaleur, le corps, en fait, va augmenter sa quantité de plasma. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est pourquoi, en fait, ben, c'est-à-dire quand vous allez transpirer, quand vous transpirez, en fait, vous perdez de l'eau, mais cette eau, elle provient de partout dans le corps. Donc, elle provient aussi du sang, du plasma. Donc, finalement, votre quantité de sang diminue. Et donc, si la quantité de sang diminue, la quantité d'oxygène qui va arriver au muscle va diminuer aussi. Donc, ce qui altère la performance. Donc, le corps s'adapte à ça. En fait, il va augmenter, il va anticiper un peu à ça. Il va augmenter sa quantité de plasma, ce qui fait que voilà, quand vous allez vous déshydrater au fur et à mesure de la course, ben, vous allez maintenir une quantité de sang qui était plus importante que quelqu'un qui ne serait pas entraîné à ça. Et donc, ça, c'est pour l'aspect transport de l'oxygène. Et en plus, donc les glandes sudoripares vont être activées plus. Vous allez en fait, ça vient assez rapidement. En 15 jours, on a atteint ces adaptations un peu maximum. Donc les glandes vont produire plus d'eau pour refroidir le corps. Donc il y a deux aspects en fait. Il y a la production de sudation, de transpiration qui va augmenter et votre quantité de sang, entre guillemets, de plasma. Hein, c'est pas, on n'augmente pas ces globules rouges, on augmente en fait l'eau du sang qui va augmenter pour un peu anticiper la déshydratation qu'il pourrait y avoir au niveau du corps. Donc voilà les deux aspects. Et ça, en fait, en 15 jours, on est à peu près bien adapté. Après, les gains qu'il pourrait y avoir, c'est plus peut-être un peu psychologique. Bon, voilà, on est habitué à l'environnement chaud, etc. Donc, on supporte mieux le fait de s'entraîner dans le chaud. Mais la physiologie, au bout de 15 jours, elle s'est bien mise en place. Elle a bien fait ses adaptations. Quand moi je me rappelle au début des années 2010, il y avait une certaine ligne de pensée qui disait que parce que tu sais, enfin historiquement les gens qui arrivaient à Kona, ils arrivaient en gros une semaine, 10 jours avant, que ce soit les groupes d'âge ou les pros à l'époque. Et puis on a vu certains pros qui ont commencé à arriver beaucoup plus tôt. Certains arrivaient même jusqu'à un mois et demi en avance. Et puis il y a eu un moment où ça a commencé à faire un petit peu marche arrière, où il y avait certaines lignes de pensée au niveau du coaching qui disaient attention, de passer trop de temps sur Hawaï, trop de temps là-bas, avait un facteur d'épuisement, si tu veux, puisque forcément, quand on s'entraîne, les conditions sont plus dures. Et l'importance, l'épuisement n'était pas autant lié à la chaleur et à l'humidité, mais il était vachement lié au fait que les gens avaient du mal à adapter leurs intensités à la chaleur et à l'humidité. Et ce qui fait que les séances qu'ils faisaient étaient souvent plus dures, plus fatigantes, et ils avaient tendance à moins bien récupérer, et ce qui impactait de façon relativement importante leur performance sur le jour de la course, quoi. Ouais. Alors là, quand j'ai dit en fait il faut à peu près 15 jours pour bien s'adapter, bon, c'est 15 jours où tu as pu t'entraîner à peu près normalement. Donc on présuppose que déjà il faut une semaine pour gérer le décalage horaire, pour se remettre dans ces conditions d'entraînement normales. Donc après tu t'entraînes 15 jours, après ben, il faut récupérer avant la course. Donc ce qui pourrait expliquer finalement dans l'idéal pourquoi il faudrait venir au moins un mois avant, quoi. Tu vois, quand l'adaptation va se faire si tu fais de l'exercice, si tu arrives une semaine avant, elle va être moins importante parce que tu es en récup, tu t'entraînes beaucoup moins. Donc tes adaptations dont j'ai parlé, elles vont se faire, elles vont moins bien se faire. Enfin, elles vont pas se faire de manière si optimale. Donc l'idéal, ce serait de faire un entraînement à la chaleur et puis après d'aller à Kona, par exemple. Euh, mais ça, il faut pouvoir le faire, hein. Soit tu t'entraînes dans un autre endroit où il fait chaud, soit tu utilises des thermorooms, tu t'entraînes dans le chaud, dans un sauna, entre guillemets. Et voilà, donc Et je pense que ça, ouais, on c'est ce parle qui est du 15 jours utilisé. Et je pense que ça, c'est ce qui est utilisé par les Norvégiens, entre autres, parce que maintenant, ça a été décliné par tout le monde. Ils se préparent pas à la chaleur quand ils sont sur place, ils se préparent à la chaleur et à l'humidité en amont pour pouvoir s'adapter plus vite, parce qu'il y a aussi la plasticité de la réponse. On sait que plus on est entraîné à la chaleur, plus vite les adaptations se font. Et une fois qu'on l'a fait une fois ou deux dans l'année, il suffit de faire quelques séances de rappel
et la physiologie, elle est quand même, il y a une certaine inertie, on s'en souvient bien. Par contre, passer du temps sur place, effectivement, entre le décalage horaire et puis, il n'y a pas que la chaleur, hein, ce que tu dis, c'est la chaleur, l'humidité et le soleil. À un moment donné, tout ça, c'est du stress, entre guillemets, supplémentaire par rapport au stress de l'entraînement. Donc, y être en avance, c'est bien, mais y être trop en avance, c'est peut-être aussi pouvoir vider la bouteille avant le jour J, quoi. Ouais. Mais peut-être, comme tu dis, que se préparer à la chaleur ailleurs qu'Hawaï, comme le font les Norvégiens, a priori dans des thermorooms, c'est peut-être une bonne stratégie, quoi. C'est peut-être une bonne stratégie. Et ils le font toute l'année, hein. Oui, parce que oui, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'on parle des bénéfices de s'entraîner à la chaleur pour les épreuves qui sont dans la chaleur, comme Hawaï. Mm. Mais en réalité, ces bénéfices-là d'augmentation du volume plasmatique sont aussi intéressantes pour une compétition dans le climat tempéré. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, certains s'entraînent dans des thermorooms, même si la compète a lieu dans un environnement tempéré. Parce que ces augmentations de plasma font que on peut gagner en termes de quelques points de VO2 max, des choses comme ça. Et donc c'est pas du tout, enfin c'est plutôt intéressant de s'entraîner parfois, de faire des cycles d'entraînement dans des thermorooms, même si la compète a lieu en France, quoi. Donc toi, tu verrais un peu l'entraînement aujourd'hui à la chaleur, un petit peu comme certains feraient de l'entraînement en altitude, c'est-à-dire que dans tous les cas, que ce soit pour des courses dans un environnement chaud et humide ou des courses dans un climat tempéré comme on peut avoir en Europe, une acclimatisation à la chaleur faite en amont de la compétition reste un avantage dans la majorité des cas. Oui, c'est ce que certains prônent, hein, effectivement. Comme je disais, bon, l'altitude c'est un peu plus compliqué parce que la réponse paraît beaucoup plus individuelle que n'est la réponse à la chaleur. Mais- et la gestion justement du retour au niveau de la mer est aussi individuelle, hein. Donc, soit revenir tout de suite, revenir puis attendre 3 semaines. Bon, et ça, clairement, il faut l'essayer parce ouais, comme je dis, la réponse individuelle est très variable. Pour la chaleur, a priori, il y a moins de variabilité dans les effets. Effectivement, ce gain de plasma qu'on peut avoir, genre, je ne sais pas combien de temps il dure, mais peut-être qu'il va durer une quinzaine de jours. Et là, on ne peut pas se tromper, quoi. C'est pas 3 jours ou 3 semaines. Donc, c'est peut-être un peu plus simple à mettre en place. Mais là aussi, il faut l'essayer, hein. Il faut essayer ça à l'entraînement. C'est compliqué, il faut avoir les moyens de trouver une thermoroom, de faire du vélo à 35 degrés, des séances un peu calibrées. C'est pas si simple que ça, hein, c'est pas si simple que ça. Mais je pense que quand t'es un athlète pro, voilà, il faut réfléchir à ça, hein, il faut réfléchir à ça. L'amateur, il part Ouais. à son niveau, mais C'est vraiment c'est rigolo ce que tu dis parce que tu sais moi j'ai vécu longtemps à Singapour et puis on avait la maison en France et Singapour les conditions sont très similaires à Hawaï, c'est-à-dire que c'était très chaud, très humide et donc on s'entraînait à longueur d'année dans un environnement chaud et humide et moi j'étais super adapté à la transpiration, j'avais un taux de sudation qui était super élevé à allure course sur un marathon, je transpirais 3,3 litres à l'heure donc ouais. et quand j'arrivais en France, que c'était à cette période-là ou même en hiver, on arrivait et on allait faire du ski où je trottinais autour de la maison ici. Il y avait toujours 4, 5, 7, 8 jours où je continuais à transpirer comme un bœuf Hum, malgré le fait qu'il fasse hum, frais, quoi, entre ouais, 10 hum. et quand je repartais dans l'autre sens, généralement on passait 15 jours, 3 semaines ici en France, et quand on repartait à Singapour, c'était dans l'autre sens, si tu veux. J'arrivais et je me rendais compte que les premières séances, j'avais l'impression que je transpirais quasiment pas, quoi. Et c'est vraiment, ça met vraiment en lumière ce que tu disais, cette inertie et cette fenêtre d'environ 2 semaines qui fait qui de nécessité pour que le corps arrive à s'adapter à ces conditions-là, quoi. Toi aujourd'hui, si tu avais un athlète professionnel à préparer pour Hawaï, est-ce que tu ferais un mix altitude-chaleur ou est-ce que tu ferais plutôt un focus uniquement sur un entraînement à la chaleur? Alors moi, si je devais entraîner un athlète pro, bon, ça va pas être le cas, mais déjà, j'irais me rapprocher vers des gens qui connaissent des spécialistes de l'altitude, des spécialistes de la chaleur. On en a, hein. L'altitude, tu as des gens comme Grégoire Millet. La chaleur, tu as des gens comme Olivier Hu qui travaille à la Guadeloupe. Franchement, il faut se rapprocher des gens qui ont la connaissance, hein, dans un premier temps. Et après, en fonction de leur expérience et tout, adapter ton planning, ton plan d'entraînement.
Moi, je pense que, comme dans tout entraînement, c'est la variété qui peut être intéressante. Donc, oui, j'aurais dire, je envisagerais les deux, quoi. J'essaierai les deux. Après, je sais pas dans quel ordre, etc. Mais comme on sait, certains vont peut-être mieux répondre, entre guillemets, à l'altitude, donc mieux à la chaleur. Mais il faut pas se priver de tout ce qui semble marcher, hein. Faut tout essayer, hein. Et donc, moi, j'aurais tendance à, oui, à faire les deux. Alors, à quelle période de l'année, tout ça, je peux pas te dire, mais ouais, faut pas se priver de ce qui semble marcher pour certains athlètes, hein. T'a- T'avais couru en quelle année à Hawaï, toi? Alors, j'ai fait entre 2000 et 2008. On va dire, j'ai fait 4 fois D'accord. entre 2000, 2003, 2006, 2008. Mais 2000, c'était l'année où il y avait les ventilateurs étaient mis en marche, non? il y avait du vent. Maintenant, le pire, c'était 2004, hein. J'étais pas, mais là, il y avait Ouais. vraiment du vent. Où c'était les fameuses l'année où Stadler était passé soi-disant avant le vent et arrivé avec un quart d'heure d'avance en vélo. Ouais. Parce que le vent Ah, avait, c'était l'année où c'était lui le seul qui était passé sous les 5 heures, c'est c'est ça? ça, soi-disant qu'il était passé, puis après le vent s'est élevé, puis ceux qui étaient derrière avaient pris le vent 5-10 minutes de plus que lui, et voilà. Alors, je sais plus si c'est passé comme ça, mais en tout cas, oui, il avait une belle avance à la fin du vélo en 2004. Ouais. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de tes expériences sur Hawaï d'un point de vue athlétique? Bon, après, si tu me demandes personnellement, moi, j'ai jamais, je me suis jamais vraiment préparé pour cette course. Quand j'allais à Hawaï, c'était un peu une récompense de la saison, c'était d'y aller avec les copains du club de Beaune, mais je l'avais pas vraiment dans la tête. Je n'optimisais pas, on va dire, ma préparation par rapport à ça. Donc c'est en octobre, l'université, c'est toujours une période chargée, septembre-octobre. Donc j'étais pas dans les meilleures prédispositions pour performer là-bas. Et je le voyais plus comme je te dis, une récompense, un voyage avec les gars du club. Et la performance, j'étais pas à la recherche vraiment d'une performance, hein. J'ai jamais fait une grosse, enfin, ma meilleure performance, elle doit être dans les 140, hein. J'ai fait d'ailleurs 2 fois la même place, je crois. 2 fois 142. C'est pas mal. Et voilà, alors après, j'ai eu la chance d'y aller une fois en pro parce que je m'étais qualifié en pro aux États-Unis, sur un malentendu, comme on dit, hein. Il y a eu un... En fait, j'étais à Milwaukee et je me suis inscrit à l'Ironman de Wisconsin. Et comme c'était complet, ma seule chance de m'inscrire, c'était de basculer en pro. Alors, j'avais fait une lettre de motivation, ce qui m'avait permis d'avoir un dossard pro, où il y avait encore de la place. Et sur un malentendu, effectivement, je dois faire 7 de la course au scratch. Bon, ça, c'est une belle place. Et il y avait 3 places. Et avec le Rolling Down chez les pros, eh ben, c'est tombé sur moi. La dernière place est tombée sur moi. Donc, un truc incroyable, en fait. Je suis qualifié en pro à Hawaï. Voilà, sur une course, j'ai fait une belle course, mais il n'y avait rien d'exceptionnel, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait Hawaï une fois en pro, avec le dossard bleu. Et voilà, donc tu pars. Ça marque quand même, Ouais, ça, ça si tu marque veux. avec avec le C'est quand 107, le même des dossard faits d'art. 107, voilà, tu le gardes, tu t'accroches chez toi. Mais c'est même pas là que j'ai fait ma meilleure perf, je veux dire, en termes de performance, hein. Alors oui, tu partais, je crois qu'on était parti avec 2 minutes d'avance, un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà, j'avais Et, investi dans un vélo de chrono, ça ne m'a pas nécessairement servi plus que ça, parce que moi, en 2000-2003, je roulais avec un vélo classique, un prolongateur, hein, comme beaucoup, hein. Et, ouais, je pense que c'était l'immense ouais. majorité était encore sur des vélos classiques, non? Ouais. Bah oui, oui, en tout cas en 2000-2003, oui, pas mal, hein. Donc ce que j'en tire, bah, c'est voilà, des moments sympas avec les gars du club. En termes de performance, j'ai jamais fait une grosse perf, j'ai jamais fait une mauvaise perf. Voilà, j'étais fidèle enfin, voilà, au top 200, on va dire. Mais voilà. Et j'ai l'impression qu'au bout de, voilà, comme ça n'a jamais été vraiment un objectif, au bout de 4 fois, j'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour de l'épreuve, quoi. Et, je regrette pas du tout, hein. Mais voilà, j'en avais assez. Contrairement à certains de chez nous, au club, qui y vont plusieurs fois, mais je comprends aussi, hein, c'est leur passion, il n'y a pas de problème, hein. Anthony, c'est quoi? C'est la 15e, 16e? Franchement, on compte plus, je sais plus si c'est 15, 16, 17. C'est bon, voilà, Non, il y a une grosse population de récidivistes quand même à Beaune là. Mais bon, après c'est un petit peu inscrit aussi dans l'ADN du club, je pense cette course-là, donc ça peut être compréhensible. Et puis c'est vrai que en termes de destination, enfin ça reste un endroit quand même particulier sur Terre et c'est compréhensible que certaines personnes. Mais
je vais pas dire que je suis un peu comme toi. Moi, j'y suis allé la décennie après toi, si tu veux, entre 2012 et 2019. J'y suis allé tous les ans et je peux pas dire qu'aujourd'hui j'ai pas envie d'y retourner en tant que compétiteur, mais j'ai presque l'impression que la vague est passée, tu sais. Hum, Et ouais. Et bon, après, faut pas. C'est vrai que ce qu'on entend, des retours qu'on en a, ça limite, ça me donne pas plus envie que ça, quoi. Bon, effectivement, quand dans les années 2000, la densité d'athlètes n'était pas la même, les problèmes de drafting étaient moins présents, effectivement, c'était un peu moins le spectacle que c'est l'est maintenant. Bon, je vais pas parler comme un vieux, mais là, franchement, de ce que j'entends, des fois, tous ces problèmes de drafting à gérer, mais malheureusement, c'est lié à la densité, hein, qui sûrement augmente. Il faudrait vraiment bien faire des études, ça, mais pour être sûr de ce qu'on dit. Cette difficulté, ouais, à gérer ça, franchement, quand que tu peux pas faire une course à l'allure que tu voudrais, tu es obligé de te caler sur les autres, ça, c'est quand même pas terrible, hein, mais bon, mais ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du jeu. ouais, c'est presque un petit peu dommage si tu veux dans le sens où aujourd'hui on considère que bah c'est comme tu le dis, ça fait partie du jeu en fait. Je pense que ça devrait pas. Et moi j'imaginais que quand ils avaient basculé à un départ par vague avec des groupes d'âge, euh, les gros groupes d'âge qui représentaient une vague et les plus petits qui étaient regroupés dans plusieurs vagues, que la situation serait améliorée. Malheureusement, je pense que la proximité d'envoi des vagues et le fait que les vagues les plus rapides partaient souvent à l'arrière, c'était pas un bon calcul de leur part, c'est-à-dire que tu te retrouvais avec des mecs qui étaient bien plus rapides que toi, qui repassaient au travers des groupes d'âge plus lents, et forcément, il y a un moment où tu peux pas t'empêcher de voir la création de groupes et la création de paquets sur ce parcours qui d'ailleurs se prête plutôt pas mal au drafting, quoi. Sur sur la course de cette année telle qu'elle se présente, on arrive avec, enfin, je crois que on a certainement la plus grosse densité. On a tendance à le dire un petit peu tous les ans, mais cette année, d'un point de vue professionnel, on a une énorme densité au niveau des professionnels et on peut dire que 90% des meilleurs athlètes longue distance mondiaux sont présents à Kona. Euh, comment, avec la saison qu'on a eue, l'avènement du circuit Tessan qui a fait naître de nouveaux talents et l'avènement de l'Ironman Pro Series avec des athlètes qui ont couru plutôt en priorité là-dessus, comment tu vois se dérouler l'épreuve comme cette année? Tu sais, il y a toujours un petit peu un, un, un mouton noir qui arrive et puis qui vient casser le top 5, quelqu'un qu'on n'a pas vraiment vu venir et qu'on n'avait pas imaginé. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est encore réalisable en 2024 ou que les grands noms vont quand même truster le top 10? Alors, mais tiens, pour exemple, j'espère qu'il y ait des noms qui vont sortir qu'on connaît moins. Si tu prends l'exemple du l'UTMB cette année, Tour du Mont Blanc, clairement, celui qui a gagné n'était pas du tout favori, hein. Et ceux qui ont fait deux ou trois étaient pressentis, mais bon, pas du tout les favoris. Je sais pas si on peut avoir le même cas à Hawaï, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de favoris, on va dire, que par exemple en comparaison de l'UTMB. Euh, mais je pense pas que la gagne va être sur quelqu'un qui est pressenti plutôt entre 10 et 20e, quoi. La grosse interrogation, et on est tous là, c'est qu'est-ce que vont faire nos amis norvégiens, quoi, qu'on n'a pas trop vu récemment sur Ironman, et vraiment, on est en attente de ça, hein, comment va se comporter Iden, comment va se comporter Blummelfeld, on sait pas trop, on sait pas trop. Ils vont sûrement être présents pendant une grosse partie de la course, hein. Est-ce qu'ils vont être présents jusqu'à la fin? On ne sait pas. Euh, donc non, non, si tu me demandes des favoris, je ne vais pas te répondre. J'en suis pas spécialement. Mais il y en a qui vont passer à travers, on le sait, hein. Mais quand même, il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont rester. Donc moi, je pense pas que sur le podium, on est quand même un inconnu, hein. Un inconnu. Ouais, bah, surtout si tu fais comme tu dis, tu fais le parallèle avec l'UTMB, celui qui est arrivé en haut du podium. Enfin, je pense que il y en a pas un qui Non, l'avait mis pour la gagne, à part peut-être lui, quoi. Et hmm. encore, je suis même pas certain. Non, je crois pas, non. Ouais. Ce qui s'est passé à l'UTMB, c'est comme si on avait un mec qui était dans le top 100 du PTO ranking qui arrive et puis qui bat tout le monde sur Hawaï. Et dans notre sport, je pense pas qu'on puisse se cacher comme ça et puis de sortir et d'arriver avec une performance qui soit complètement,
complètement inexpecté, quoi. Tu sais, mais après, l'autre fois, tu parlais, effectivement, Sam, la perf qu'il a fait à Hawaï il y a 2 ans, franchement, il était quand même pas si attendu que ça, quoi. Il a l'air surpris Oui, de c'est fou, en vrai. fait, hein. Donc, alors je connais pas assez les athlètes qui sont vraiment, voilà, qui sont régulièrement dans un top 10 au Tessan actuellement, qui pourraient effectivement faire quelque chose de bien. Mais tant mieux s'il y en a d'autres qui arrivent, hein. De toute façon, chaque année, il y en a d'autres, des nouveaux qui arrivent, hein. Il y a Donc, quand même pas beaucoup, il y en a quand même pas beaucoup qui sont hyper performants sur les deux tableaux. On regarde par exemple un Léon Chevalier. Léon Chevalier sur Ironman, c'est un top athlète. Sur le Tessan, il a du mal à s'en sortir. Et sur le Tessan, il y a une tel impact de la dynamique de course et de la course à pied à la fin que si jamais il y a pas de place pour des faiblesses toutes relatives, parce que c'est quand même des ultra athlètes. Si jamais on regarde le Tessan, je pense qu'on peut pas se fier au Tessan pour regarder et planifier entre guillemets, enfin prévoir des perfs sur Kona. Là sur Kona, à part Sam, il y en a pas beaucoup qui sont sur le Tessan et qui cabossent sur le Tessan quoi, hein. C'est vrai. Moi, je pense que le Dark Horse, enfin, il pourrait très bien sortir de l'équipe. Enfin, on a quand même eu des performances qui étaient exceptionnelles cette année sur des courses Ironman de l'Ironman Pro Series, et il y a eu des parties de manivelle et de course à pied qui ont été mais littéralement stratosphériques. Moi, ce qui me vient, je me rappelle plus sur quelle course, mais des Mathieu Marcard, des mecs qui ont roulé 3,55 ou 3,52, des Robert Viloviecki qui ont roulé 3,50 sur un Ironman qui était certes court d'1 kilomètre, mais quand même. Jackson Landry, qui est vraiment un animal sur le vélo. C'est des noms qu'on n'a pas tellement tendance à entendre, et je pense que dans le monde du triathlon aujourd'hui, euh, les spotlights, ils sont souvent trustés un petit peu par les grands noms, par les Blumenfeld, par les Ledlow, par les athlètes, les Ditlev et compagnie. Et tous ces mecs-là qui ont quand même eu des performances qui étaient du niveau de la performance de Christian Blumenfeld, du niveau de la performance de Ditlev, on en parle relativement peu, et ça peut peut-être jouer à leur avantage, c'est-à-dire d'avoir un petit peu moins de présence au niveau des médias, parce que c'est quelque chose qu'on sait, ça, hein, et c'est quelque chose qui est difficile aussi à gérer pour beaucoup d'athlètes. Je pense qu'il y en a qui le gèrent plutôt facilement, et il y en a pour qui cette pression médiatique, et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment quantifié actuellement, c'est-à-dire que chaque année, la pression médiatique en amont de la compétition, elle doit être de plus en plus importante vis-à-vis des athlètes. J'ose pas imaginer ce que Sam Laidlaw doit avoir à faire à Kona, le nombre de demandes qu'il doit avoir à faire face, quoi. Alors c'est quoi? C'était dans les années 98 ou 19 où il y avait justement, c'était Luc Van Lierde qui était peut-être même d'ailleurs vainqueur en titre, qui la veille avait dit bah je suis présent, je suis sur l'île, mais je prends même pas le départ parce que pour moi c'est la pression. Alors pour moi c'est la pression qui était un peu trop forte. C'était l'excuse qui avait été sortie à l'époque. Est-ce que c'était autre chose ou pas? On va pas. Non. Hein, voilà. N'ouvre pas J'ouvre la pas boîte, n'ouvre pas la Je vais boîte pas de ouvrir cette Pandore. boîte, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été considéré comme un gros boom parce qu'il était présent, il était là, il était vainqueur. Je crois que c'était vainqueur sortant ou bah, il a gagné 96, après, je sais plus, c'est ça, il avait. il- je- On va dire 96, il en a gagné deux, 96, 98, je crois. non, Donc, 98 c'est Peter Reed, donc je crois que c'est 99. Je crois que c'est 96, 99. Et il y a une année sur laquelle il s'était retiré. Alors est-ce que c'était parce qu'il y a des contrôles antidopage ou effectivement parce que c'était la pression médiatique, mais en tout cas, tu peux être présent sur la course. Et je crois qu'il y en avait plusieurs qui avaient été vraiment écrasés par ça. C'est pas la course qui les avait écrasés, c'était la semaine d'avant où ils avaient explosé en vol mentalement, quoi. non, ça a dû arriver d'autres fois, hein, je crois, des très gros favoris qui ont été malades 1 ou 2 jours avant, mais je pense que suite à peut-être une intoxication alimentaire, des choses comme ça, il me semble que ça arrivait quelquefois, ouais. Bah, Patrick Lang aussi, je crois, c'est 2019. Il est vainqueur sortant, je crois. Il gagne 17, il gagne 18 et il finit pas à 19 parce que sur le vélo, il explose en vol. Alors mal de dos, il dit qu'il est malade les jours d'avant et ainsi de suite, mais c'est que des conséquences de ce qui se passe avant qui fait que le jour J, ça passe pas, quoi. Et puis si le facteur de facteur surprise cette année, il est presque plus important parce que c'est la première fois qu'on a eu un hiatus de 2 ans, à part la période Covid, mais qu'il y a eu un hiatus de 2 ans entre des courses hommes sur l'île et le parcours de Nice. Bon, même si on retrouve les mecs à Nice qui sont
enfin, ceux qui étaient devant à Nice, ils étaient quand même en majorité devant à Kona les années d'avant. Si on regarde le top 10, les Orso, les Chevaliers, les Ledlow et puis les Ditlev. Tiens d'ailleurs, comment tu vois l'alternance Nice-Kona et comment, parce que c'est deux parcours qui sont complètement différents, principalement au niveau du vélo et puis des conditions. Et com- comment, d'un point de vue toi scientifique, tu vois la différence de ça? Comment tu préparais? Comment toi tu te préparais? Est-ce que tu ferais un plus gros focus sur le vélo pour te préparer pour Nice? Ou ça serait vraiment plutôt spécifique sur d'autres aspects? Comment je me préparerais? Alors, je pense que bah, tous les pros se préparent un peu différemment, j'imagine, entre Nice et Kona, hein. Même si des fois on a l'impression que pour les pros, quand ils montent un col, c'est comme s'ils étaient sur le plat. Je sais pas. Après, il y a des. Ah, un peu quand même, ouais. Donc, non, non, j'imagine que leur préparation change un petit peu, hein. Euh, Après, comment je ferais? Moi aussi, effectivement, je le ferais différemment. Euh, En tout cas, pour Hawaï, je ne le faisais pas suffisamment bien, hein. J'ai jamais trop aimé m'entraîner sur le plat, donc effectivement, j'étais un peu en difficulté sur les parcours où il fallait rester en position pendant très longtemps. Mais oui, oui, alors, j'imagine que même chez les pros, il y a des gens, bah, de toute façon, on le sait, il y en a qui préfèrent des parcours un peu vallonnés en comparaison des parcours plats. Euh, pour ce qui est de l'alternance, Et tu penses que c'est plus un facteur psychologique, la différence de parcours, ou c'est vraiment physiologique, c'est-à-dire l'intérêt de s'entraîner sur des parcours qui sont vallonnés? Parce que si on regarde la course des femmes qui a eu lieu cette année, on a eu beaucoup de femmes qui sont venues s'entraîner sur le parcours de Nice, principalement pas tant pour les montées, mais j'aurais tendance à dire plutôt pour les descentes. Or, l'année dernière, à Nice, les costauds qui étaient devant à vélo, les Van Berg, les Ledlow, les Ditlev, c'est des mecs qui sont dans tous les cas costauds à vélo, quoi. ouais. Et Oui, oui, je pense qu'à ce niveau-là, la différence va peut-être pas trop se faire justement dans les montées, comme tu dis, mais dans les descentes. Et effectivement, à Nice, c'est très technique et tout. Il faut vraiment être à l'aise en descente pour pas perdre du temps ou de l'énergie dans la partie descendante, sans prendre trop de risques. Et on conçoit du coup bien l'importance du repérage du parcours de Nice. Mais bon, les entraînements que tu fais en montagne aussi vont développer tes aptitudes à la descente, hein. Et moi, je dirais c'est presque plus la descente qui pose un problème et qui demande de l'entraînement que la montée. La montée, t'es calé, c'est essentiellement. La montée, ça repose sur des critères physiologiques, quoi, voilà, clairement, musculaires. Et la descente, ça repose sur autre chose, hein. Donc, pour moi, effectivement, la descente est là, un peu comme en trail d'ailleurs. C'est largement aussi important que la montée, en tout cas pour le haut niveau. Même si tu passes moins de temps, mais quand même, il y a plus de risques. ben, c'est vrai que de toute façon, dès l'instant où on fait des courses qui sont vallonnées, quand tu regardes même en brun, si on prend simplement la partie de la descente de l'Isoard, euh, moi, j'ai régulièrement vu des mecs me passer sur la partie montante. Et dans la descente, tu te rends compte que tu peux refaire une partie, mais qui est surtout la descente de l'Isoard du côté Briançon, elle doit faire 24 ou 25 bornes. Celui qui est vraiment pas à l'aise, euh, c'est vraiment un gros facteur sur le temps final, quoi. Donc voilà, Nice, faut se préparer en descente plutôt qu'en montée. Non, mais c'est intéressant parce que si tu veux, tu sais quand tu regardes les temps, moi ça m'a toujours un petit peu. T'as plein de mecs qui ont tendance à faire un gros focus sur la préparation physique en montée pour être efficace dans les montées. Mais quand on monte sur un vélo de chrono, ce qui nous faire avancer, c'est clairement la puissance et puis le rapport puissance et puis cadence, quoi. Euh, à Kona, même si la montée de Davy, ben si t'as le vent dans la gueule, c'est quand même un gros effort en termes de puissance. Mais la descente, on peut pas dire qu'elle est technique dès l'instant où tu t'arrives à tenir le guidon et que tu restes sur la route à cause du vent, Et quoi. pourtant, c'est là où comment, Sam a créé les écarts en 2022, hein. C'est là où il est parti. Il y a toujours eu, si tu veux, Jürgen Zach qui à l'époque était parti avec son 61 dans la descente, qui s'était barré comme un voleur. Aujourd'hui, un 61, ça fait rire tout le monde parce que je crois que Sam Ledlow, il avait un 62
Et à Jürgen, Ibiza. il n'était pas sur du 650? Ouais, il était sur Ouais, un 650, mais il avait un triple plateau oh. avec du 61, un plateau qui avait été soudé la nuit d'avant. Donc là, on était sur de l'empirique, hein. Et, mais c'est là qu'il s'était barré. Et c'est vrai que cette partie de descente euh, à, du moment où tu fais le demi-tour à Avis, il y a les Special Need Bags qui sont 500 mètres après le demi-tour. Et c'est vrai que stratégiquement, pour celui qui veut se barrer dans la descente, c'est le bon moment parce que quasiment 95% des athlètes font une pause pour récupérer leur sac. Et là, si tu veux te faire la malle, c'est vraiment la bonne occasion, quoi. Et elle est pas technique cette descente, mais si ça souffle vraiment, vraiment, ça peut être un peu dangereux quand même, quoi. Et allez, on va essayer de te cuisiner un petit peu quand même sur les prédictions. Là, t'essayes de nous sortir quelque chose. Alors moi, entre nous, je pense pas que les Norvégiens vont faire un podium. Je sais pas, je les sens pas. Ouh, ça c'est grosse cote par contre. Euh, Ouais. Sortir les Norvégiens du alors podium, là, Non, c'est ouais. que tu vois, toi. non, voilà, je m'avance, il faut se lancer. Hein, je sais pas, ouais, ils sont trop discrets ou je sais pas. Et alors, c'est peut-être leur point fort. Hein. Euh, Bah, c'est franchement, vrai qu'en termes d'approche par rapport à il y a 2 ans, ils sont vraiment dans la discrétion cette année, oui, quoi. Hein, oui. par même au niveau des photos et du contenu, c'est vraiment minimum, quoi. Alors bon, moi, Gustave, effectivement, il a fait quelques belles perfs récemment, enfin belles perfs, perfs quoi. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas que Gustave va revenir. Il l'a dit, il l'a annoncé hier. En fait, lui, son objectif, c'est de revenir sur la forme et de gagner Nice en 2025. Ouais, donc et Blumenfeld, effectivement, il nous a surpris lors de son dernier Ironman. Hein. Ouais, mais bon, je voudrais laisser la place à d'autres. Hein. Euh, je sais pas, moi, est-ce que des gens, oui, il y en a, ça s'est fait dans le passé de gagner Roth et Hawaï la Ouais, même année. Ditlev. Ditlev, moi, voilà, c'est un super athlète. Enfin, c'est un super athlète, évidemment, comme plein d'autres. Hein, mais ouais, j'aimerais bien que Ditlev soit sur le podium. Hein. Ça C'est la serait. grosse cote parce que Ouais. Ditlev, il a été depuis Roth et sa performance complètement exceptionnelle, il a quand même été d'une discrétion incroyable, quoi. Bon, déjà c'est un mec qui est discret, mais c'est vrai que et je pense que ça, le fait que Kona soit 2 semaines plus tard, ça peut certainement avoir joué à son avantage sur ça parce que la proximité, Roth était un petit peu plus tôt cette année à cause des Jeux. Et Kona étant un petit peu plus tard, le temps entre les deux épreuves. Et c'est vrai que ça s'est fait d'avoir des grosses performances à Roth et à Kona, mais ça s'est pas fait souvent, quoi. Et tu parlais de Blumenfeld, et c'est vrai que la performance qu'il a fait l'autre jour, c'était où d'ailleurs? C'était à Francfort. Sortir une performance comme ça, arriver à récupérer derrière d'un tel effort physique et surtout d'un temps marathon comme ça, je suis pas certain que ce soit jouable. Et j'avais d'ailleurs pas tellement compris moi le, ou alors il était vraiment, Ouais, il en avait ben, gardé sous la semelle, mais j'ai du mal à le croire. Mais ouais, c'est intéressant de voir ce que vont faire. Et je suis un petit peu comme toi, j'ai un petit peu du mal à les voir jouer les premiers rôles. Ils seront présents, ça c'est sûr, hmm, mais jusqu'à quand? ouais. Bon, en général, ils sont plutôt attentistes. Hein, je veux dire, c'est pas eux qui vont mener le vélo, par exemple. Ils sont dans le pack. Mais j'imagine leur stratégie à eux, c'est d'attendre la course à pied. Donc ils vont suivre devant. Il n'y a pas de raison. Hein. Ils nagent bien, ils roulent bien. Mais bon. Tu penses pas que leur stratégie elle risque d'évoluer un petit peu à cause de ce qui s'est passé il y a 2 ans avec Sam Laidlaw qui s'est quand même barré et qui leur a quand même fait peur Oui, pendant un oui. moment? Parce que si Sam il est Bah, enfin, je dis rester au contact, oui, c'est peut-être effectivement pas poser à plus de 2 minutes, des choses comme ça, mais rou- rouler devant. Sam, on imagine qu'il sera devant, enfin, comme dans les premiers. Je sais pas si Blumenfeld, mais imagine qu'ils sortent tous ensemble, qu'ils sont 10 à sortir ensemble. Est-ce que tu penses que Blumenfeld pourrait mener en vélo? J'y crois pas, moi. J'y crois pas. Mais non, 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 je le vois pas non, non non. plus. Moi, je. Puisqu'il connaît ses forces à pied, hein, sa force à pied, enfin à pied, il est très fort. Donc, Hmm. Au ni- Parce que
enfin, le marathon à Hawaï, c'est quand même souvent le juge de paix de la compétition et tout se passe là, quoi. Hein. On a vu des fois on en parlait dans l'épisode précédent où une année, Myrina Carfrae, elle arrive avec plus de 14 minutes de retard sur la tête et elle finit par gagner la course. Donc vraiment, le marathon, quelqu'un qui va arriver à sortir un marathon énorme, a toutes les chances de pouvoir remonter sur le podium. Tu, tu, si les conditions sont, on dira, acceptables pour Kona, tu penses qu'on peut voir des mecs courir en dessous de 2,35, voire plus proche des 2,30 cette année? Bah, moi, que le record qui est à 7,40, 42 ou 7,40. 7h40, ouais. Ouais, 7,40. Ouais. Bon, il peut encore descendre de quelques minutes, hein, je veux dire, au point où on en est. Non, mais après, oui, il va falloir gagner un petit peu partout. Hein. Enfin, on peut gagner sûrement encore une minute en vélo, une minute à pied. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Non, je pense qu'il y a encore un petit peu de marge, un petit peu. Après, j'aime bien toujours des fois prendre le. Tu prends le meilleur temps vélo et le meilleur temps à pied, tu les sommes, puis tu te dis, tiens, je pourrais potentiellement atteindre ça, quoi. Alors, quand Gustave a gagné, c'était quoi le meilleur temps vélo? C'était pas lui, évidemment, Non, c'était même Sam. s'il avait un bon temps. C'était Sam. C'était Sam, il y avait combien d'écart entre les deux? 6 minutes. 6. Donc, tu vois, tu te dis que potentiellement, il y aurait peut-être encore 6 minutes à gagner. Mais le jour où on aura un athlète qui fera les meilleurs temps dans les 3 disciplines à Hawaï, ouais, effectivement. Mais ouais, tu sais, pas chaque semaine des surprises. Vous avez sûrement vu le temps, le record du monde du marathon féminin qui est monstrueux, quoi, qui a été Ah, battu le mais là, week-end dernier. Là, on est sur un truc assez incroyable. Hein. Donc voilà. là, on est plus sur du gain, c'est plus du gain marginal. Là, on est en train de. Donc là, il y a eu une grosse perf énorme. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est carrément incroyable. Hein. Parce que là, l'écart homme-femme, il se réduit à 7%, quoi. Ce qui est le record, le minimum qu'on trouve partout, quoi. Et ça interroge, quoi. Ça interroge. Bah donc du coup, tu dois avoir un point de vue un peu particulier sur le record marathon Ironman femme par rapport au marathon Ironman homme. Que là, Alors, il faudrait regarder en termes de record, je sais plus. Alors, c'est vrai que on est même plus à pour le coup, 7%, là. si on prend ça dépend si on parle du record ou c'est sur une épreuve, parce qu'effectivement, il y a eu une année, par exemple, l'année où Kenley avait gagné, bah, c'était Miranda avait un meilleur temps à pied que lui, je crois. Il y a eu un truc un peu comme ça. Mais bon, ça, c'est des cas particuliers. Il faudra voir par exemple, si on prend le meilleur temps à pied, bah, il y a 2 ans, c'était déjà. Il y a 3 ans, quand il y avait la même course, hein, à mon avis, ça doit être encore au moins 8-10% d'écart, hein, sur le meilleur Ben, temps à c'est pied. 2,50, je crois, le record de l'épreuve Le pour les 50 femmes. à 2,36, non? 2,36. Ouais. Ouais. Bon, il faut faire le calcul, là, comme ça je ne l'ai pas, mais c'est vrai qu'on a sur Hawaï, on voit, quand on prend l'écart homme-femme, j'ai aussi pas mal regardé ça, clairement c'est à pied que l'écart est le plus petit. C'est quelque chose qu'on observe bien sur le longue distance, enfin sur l'Ironman, on a cet écart-là. Bon, l'écart en vélo s'exprime essentiellement par la puissance, ça s'explique par la puissance, clairement, mais à pied, effectivement, on sait que les petits gabarits, comme une femme, bah, supportent mieux la chaleur, en course à pied en tout cas, puisqu'il y a moins de surface à évacuer la chaleur. C'est des avantages qui, bah, en tout cas à Hawaï, peuvent expliquer pourquoi l'écart homme-femme en course à pied est relativement faible. Ben, c'est un truc qu'on retrouve un petit peu sur l'ultra trail ou par exemple avec Courtney Dollwater qui sur des ultras aujourd'hui arrive à jouer quasiment le podium homme et plus les courses ont tendance à s'allonger et à devenir difficiles. Alors c'est pas exactement vrai ça. On aime bien faire ça, dire plus c'est long, plus les femmes sont proches. Ça n'a pas été vraiment très démontré ça. Il faut juste faire attention que sur certaines courses, il n'y a pas la même densité homme-femme. Et si tu prenais tous les meilleurs du monde hommes et tous les meilleurs du monde femmes, il y aurait quand même encore un écart d'entre 8-10%, je pense. Euh, mais il se trouve qu'on en a une effectivement qui est monstrueuse actuellement. En plus, à l'UTMB cette année, il y a eu, les meilleurs hommes ont un peu sauté. Donc vraiment, ça dépend beaucoup des conditions de course. Hein. Le jour où tous les meilleurs finiront, on pourra vraiment comparer. Mais non, mais ça fait causer. Ça fait. Quand est-ce qu'une femme dépasserait un homme? Non, jamais.
sauf dans des cas particuliers où les hommes abandonnent, hein, Pourquoi enfin, comment t'expliques qu'il y ait eu peu d'intérêt médiatique sur le record du monde femmes marathon? Est-ce que c'est la sulfurosité des Kenyans actuellement avec les problèmes de dopage, ou est-ce que tu penses que c'est juste qu'il y a un désintérêt de ce type de performance? ben, c'est vrai que je pense que c'est dommage, mais au marathon, ce qu'on parle, la barre des 2 heures, la barre des 2 heures, donc chez les hommes, la barre je sais pas, des 2h05 pour la femme, ça fait pas du tout le même effet en fait. Donc là, c'est 2h09, je crois qu'elle a fait, hein. Ouais, de 9,57. Ouais. Effectivement, elle a battu le record, mais les médias s'intéressent pas trop à ça, puisque, bon, ok, elle a diminué, elle fait passer l'écart de 8,5 à 7,5%, je sais plus en termes exacts. Mais voilà, donc c'est un record du monde qui a été battu. Les médias n'ont pas vraiment mis ça en avant, quoi. Je- c'est dommage pour les femmes, c'est dommage pour les femmes, hein, parce que ça mériterait clairement de mettre ça plus en avant. Je pense pas que ce soit lié au doute qu'il peut y avoir sur la performance, mais sur la médiatisation du sport féminin. Clairement, là, on a un bon exemple, hein, qui n'est pas mis autant en avant que chez les hommes, hein. Ouais, et ça c'est un vrai problème, ça, je pense. Quand Kiptoum avait battu le record de Kipchoge, j'ai l'impression qu'on avait quand même plus parlé. Parce que là, vraiment, Ah oui, oui, oui. Ah voilà. bah ouais, ça avait fait un battage médiatique de dingue, quoi. Et là, chez les femmes, une grosse perf. D'un point de vue physiologique, lors du Tessan à Londres, tu sais, on avait vu Sam Laidlow faire le choix de faire la natation sans combinaison pour rester avec une température corporelle le plus basse possible, le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu avais pensé de ça, toi, un petit peu? Bon, alors après, on sait très bien que les athlètes, pour mener un peu dans le contexte, les athlètes bien entraînés, effectivement, ont une température corporelle qui en monte moins. On parlait tout à l'heure de l'adaptation à la chaleur, c'est un effet, hein. Les meilleurs, souvent, ont une température corporelle qui augmente moins. De toute façon, elle ne peut pas augmenter de 3 degrés. Donc ça, c'est un constat. Après, le choix qui est fait dans ce cas-là pour la natation, alors, s'il l'a fait, puis qu'il explique comme ça, c'est qu'il avait testé ça à l'entraînement. Je veux dire, c'est pas le matin qu'il a dû décider ça, je pense. Mais dire que les bénéfices liés au fait qu'il y aurait plus de bénéfices à une meilleure régulation, enfin une thermorégulation, que les bénéfices qu'il pourrait y avoir par rapport à la combine, ouais, ça, je ne sais pas non plus s'il a vraiment quantifié, hein. C'était, ça, c'est un choix qui a marché, hein, mais à voir, à voir, hein. Ou alors c'est vraiment qu'il se sent mal dans une combinaison, enfin il se sent mal, il a l'impression qu'il bouillonne dedans. Dans ce cas-là, c'est peut-être un ressenti personnel qui lui a fait prendre cette décision. Je ne sais pas s'il y a des chiffres à l'appui pour voir la différence entre avec et sans combine, et en termes de performance, en termes de thermorégulation, etc. Il y a peut-être un petit peu d'intox, hein, tout ça, hein. Oui, oui, l'intox, ça, je pense que ça faisait une grosse partie. Et puis, l'aspect du ressenti personnel, moi, je trouve que c'est vraiment important parce que quand tu as un athlète qui pense que ce qu'il fait, ça va lui faire du bien, euh, ou que ça va lui permettre d'avoir un avantage ou un bénéfice, ben, on sait tous que quand dans la tête, ça va bien, c'est plus facile derrière de pouvoir conduire une grosse performance, quoi. Aujourd'hui, on arrive avec des temps qui sont proches de 7,40. On parlait tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait quelques minutes à aller chercher. Où est-ce que tu vois, toi, les gros gains arriver dans le futur? Parce que on voit aujourd'hui, si tu veux, il y a encore quelques années, 2,40 sur le marathon, t'étais quasiment certain de gagner la course. Aujourd'hui, on est plus proche de 2,30 à 2,35 pour pouvoir se mettre devant. Est-ce que tu penses qu'on va continuer à avoir une amélioration des performances sur la course à pied, ou qu'on va enfin, je sais pas. Ça, faudrait voir. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'y croyait pas. Il y a 10 ans, on pensait pas qu'on allait faire 7,40 à Hawaï un jour, hein. Donc ça va pas aller dans les mêmes proportions. Mais on va continuer à progresser, hein. Enfin, les performances vont s'améliorer. Peut-être avec des pourcentages moindres, mais faudra aller sur d'autres. Je sais pas, je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles on pourrait progresser, sur la nutrition, les apports énergétiques, sur la fameuse thermorégulation, surtout Hawaï, puisque il y a des choses sur lesquelles je pense on peut encore jouer, quoi.
En tout cas, mieux contrôler, améliorer la nutrition pendant l'effort. Donc, on est sur quelque chose qui dure 7 heures. Donc, on sait très bien qu'on tout ce qu'on peut prendre en termes d'énergie, c'est positif. Donc, voilà. Certains parlent que les Norvégiens, comme Blumenfeld, arrivent à absorber, je ne sais plus combien, 90, 100 grammes par heure, ce qui est énorme par rapport aux 60 qui sont 130 accumulés. même. Ça, effectivement, si c'est Ouais. vrai, enfin, tant mieux pour lui, hein. De toute façon, plus on prend, plus on. Parce qu'il ne faut pas oublier que eux, ils dépensent à peu près 1000 calories à l'heure, hein, à l'effort. Et même s'il prend 100 grammes 100 grammes, on va dire, on arrondit à 100 grammes, donc il a un apport de 400 calories seulement. Donc il y a un déficit. De toute façon, on a tout le temps un déficit énorme à la fin d'une course. Donc si on peut effectivement minimiser ce déficit, enfin le réduire, pas le minimiser, ça sera tout le temps positif. Sur la thermorégulation, peut-être qu'avec l'entraînement, peut-être qu'avec le matériel, vous avez parlé des bandeaux, des fameux bandeaux la dernière fois. Ils vont sûrement sortir des trucs dans le futur qui ont un peu plus d'effet que le bandeau. Le bandeau, ça n'a pas trop d'effet, un peu psychologique, mais en termes de température centrale, ça n'a pas du tout comme effet, hein. Autant se verser un gobelet d'eau sur la tête, hein. C'est- Euh, mais il y a encore des. Voilà, je pense que le matériel, puis les méthodes, enfin les méthodes d'entraînement, les méthodes de nutrition, là-dessus, on pourra gagner. Le matériel, les chaussures, sûrement encore un peu, mais. Tu sais, quand Pete Jacob avait gagné en 2012, derrière, il avait disparu pendant quelques temps, et puis il avait tenté un retour en 2015, et il avait publié un article qu'il avait écrit. Alors c'est loin d'être un scientifique, hein, Pete, mais il avait écrit quelque chose où tout le monde s'était foutu de sa gueule, et c'en était devenu un petit peu la risée, où il avait dit: pourquoi je m'entraîne pour courir 2,30 à Hawaï si je veux gagner cette course une nouvelle fois un autre jour. Et il avait été décrié où à l'époque le record de l'épreuve était supérieur à 8 heures. Et aujourd'hui, on peut dire il avait été un peu un oracle parce que je pense que dans un futur relativement proche, on verra des mecs courir dans les 2,35, 2,40. Donc il était pas loin du compte, quoi. Ben, faudra écouter ces podcasts-là, il faudra les réécouter dans 10 ans, quoi. Mais je pense on pourrait en recherchant, ben, on n'a pas les outils, mais en recherchant les discussions qu'il y avait sur effectivement les chronos Hawaï il y a 10 ans, ce serait marrant de se replonger dedans, quoi. De voir ce que pensaient les athlètes, les scientifiques, entre guillemets, sur les projections à 10 ans. Ce qui risque de changer aussi, c'est qu'on avait des athlètes qui avaient une carrière professionnelle qui durait très très longtemps. Si tu veux, des Craig Alexander, des mecs comme ça, c'est des mecs qui ont été là super longtemps. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'on ait des athlètes qui arrivent à être au plus haut niveau pendant 10 à 12 ans parce que le niveau d'intensité avec lequel ils s'entraînent, alors l'intensité physique et aussi psychologique, euh, je sais pas si ça peut être maintenu sur des grandes périodes de temps, quoi. Non, moi je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je veux dire, on n'aura pas des carrières longues. Si on a 10 ans, ça sera déjà pas mal. Et on voit bien la stratégie. Je prends l'exemple de Blumenfeld. Quand il est en forme, il court partout, quoi. Parce qu'il faut qu'il engrange voilà, de l'argent. Il sait pas combien de temps ça va durer. Et pour l'instant, il s'est pas trop blessé. Donc il est dans cette dynamique-là. Et je pense que ceux qui arrivent dans le monde du triathlon, c'est un peu cette vue-là. Ils ont peut-être un projet sportif à 5 ans, mais pas au-dessus, c'est sûr, hein. Et on le voit dans plein de disciplines. En marathon, on voit les jeunes à 21 ans, ils arrivent, ils attendent plus en fait, hein. Et on va avoir la même chose sur Ironman. Des jeunes rapides enfin, qui vont tout de suite aller sur Ironman s'ils pensent qu'ils peuvent gagner plus d'argent, par exemple. C'est comme ça qui draine le truc, hein. Mais oui, oui, les carrières longues, on n'en aura plus, hein. On n'aura plus. À 30 ans, tout le monde va être à la retraite, hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai, ça c'est vachement intéressant parce que quand tu regardes il y a 10 ans, 15 ans, la majorité des athlètes qui étaient dans le top 10, ils avaient entre 30 et 40 ans. Oui, 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 c'est vrai que globalement, ouais. Aujourd'hui, on a des mecs qui ont entre 20 et 30 ans, quoi. Je sais pas, pendant un certain temps, on s'est mis, enfin, les jeunes se mettaient des barrières, on disait, bon voilà, aussi bien pour le marathon que le triathlon, hein. Ouais, faut pas faire un marathon avant d'avoir fait, avoir des expériences sur 10 km semi, il faut pas faire un Ironman
avant d'avoir fait un half, tout ça. Bon, c'est peut-être un peu différent quand même, mais là, quand tu es jeune, tu as quand même des caractéristiques physiologiques qui sont un peu différentes. La VO2 max, elle est quand même peut-être maximum entre 20 et 30 ans. Après, elle va plus augmenter. Après, tu vas t'améliorer sur d'autres points, sur l'économie, sur le rendement. Mais c'est ça que les jeunes pourraient avoir comme bénéfice, avoir un moteur plus gros, entre guillemets. Et s'ils arrivaient après à développer les deux autres facteurs qui sont leur endurance et puis leur coût énergétique assez rapidement, ouais, c'est ce qui pourrait faire encore peut-être diminuer les temps, quoi. Ok, eh ben écoute, on va pas te laisser partir sans que tu nous balances ton podium quand même. Allez, Euh, allez, allez, allez. bon, allez, franchement, je mets Ditlev. J'ai Blumenfeld, j'ai dit qu'il serait pas sur le podium, donc je vais. Euh, Sam deuxième, tiens, quand même. On va- c'est 2 fois deuxième, c'est comme ça, hein. Ah ouais, en tout cas. Puisqu'il faut mettre un Français sur le podium. Quand même. Bah avec le nombre qu'on a, je crois qu'on n'a jamais eu une densité d'athlètes comme ça, quoi. 7 Français au départ de la course. Et, et le troisième, un Allemand, je sais pas lequel. Un Allemand qui marche bien en ce moment. Pas Patrick, il va être bien, mais revenir troisième, j'y crois pas trop. Je sais plus le nom des Allemands, il y en a deux, trois qui tournent bien là, en Marcard, ce moment. Bon, bah, comment tu dis? Mathieu Marcard. Et non, il est Ah, pas allemand lui. Non, Il y a Leferman. un Allemand voilà. Je peux pas dire le nom, aucune mais idée. il y en a trois, quatre qui Mais sont pas mal. c'est vrai qu'il y a toujours eu des Allemands quand même. Quand tu regardes sur les 20 dernières années, ils sont quand même toujours là, ces rascals. Donc, ouais, un Allemand, voilà. C'est Mika, c'est très européen en fait, hein. à toi. Mais bon. Moi, je vois pas quelqu'un. Je suis désolé, je vais aller complètement à l'envers par rapport à Romuald. Je vois pas quelqu'un venir embêter Blumenfeld, qui sera effectivement, il va pas faire la course devant en vélo, il va faire son renard. Et je suis désolé, c'est juste qu'il a montré à Francfort. Au moment où il va vouloir enclencher, je vois pas quelqu'un. Patrick Lang sera pas dans la course. Donc Christian Blumenfeld, qui j'espère va nous faire une belle bagarre avec Sam Ledlow. J'espère que ça sera Sam sur la plus haute marche, mais j'y vois mal. Et puis après, ça serait bien que Ditlev soit encore là aussi. Eh ben, Étoile à Bourdieu moi. en chef, allons-y. Alors, Sam pour la gagne, Blumenfeld 2, Matthew Marquardt 3. C'est pas Voilà. mal, c'est pas mal. Parce que ça va être comme ça, et de toute façon, c'est moi qui ai raison. Alors, petite question, juste comme ça. On n'a jamais eu autant de Français. Ils sont 7 au départ. On a Sam Ledlow, Léon Chevalier, Arthur Orso, Clément Mignon, Denis Chevreau et Dylan Magnin. On entend tous parler de Sam avec logique et raison. Par contre, on a quand même notre ami Denis Chevreau qui est parmi les meilleurs coureurs au monde. Et je trouve qu'on n'en entend pas plus parler que ça. On a Arthur Orso qui a fait une saison 2023 juste incroyable. On n'en entend pas trop parler. Léon Chevalier qui avait fait une performance incroyable à Cozumel. Depuis, sur le Tessan, il navigue en sous-marin, un peu loin. Et Clément qui fait je crois que c'est l'Ironman Texas, avec un marathon 2,38. Donc on sait que là-bas, il fait aussi très chaud et que les conditions de course sont très dures. Pourquoi on n'entend pas plus parler que ça des Français? Bah, parce qu'on parle que du podium, on parle pas du top 10. Ah, c'est quand même des menaces potentielles à chaque fois. Enfin, ils sont capables de faire des gros marathons en dessous de 2,40. C'est vrai, on en a, ouais, ouais. De Denis qui peut, effectivement, il sort tout le temps des courses stratosphériques en course à pied. Si Hawaï, il arrive pas très loin À vélo. après le vélo, oui, oui. Dylan Magnin, sort aussi tout le temps des gros marathons, Mm. hein. Encore sa dernière course. Après, là, il sera peut-être moins frais, bah, c'est sûr. Ah, oui, eh oui. C'était il y a combien? C'était il y a 3 semaines. Oui, c'était pas très longtemps, ouais. Faire 7h40 sur l'Ironman Calella à Barcelone. Je sais pas, je sais plus à Nice, il y avait eu combien de Français dans le top 10? 3? Non, je sais plus. Non, 3, ouais. 3.
Bah là, Ouais. est-ce qu'il y en aura 3, je sais pas, mais ce serait super, quoi. Moi, j'ai peur que Denis soit un petit peu loin à la fin du vélo. C'est la Même même, à 2,36, ouais, c'est la même je suis pas réflexion sûr que... pour Dylan Mania, c'est pareil, hein, il n'a Ouais. jamais été perçu comme un gros cycliste. Mais bon, c'est jamais, hein, c'est jamais. Faut qu'ils y croient, hein. Et puis Arthur, moi, je veux pas mentionner son nom parce qu'à chaque fois que j'en parle, derrière, ça lui secoue sa course, alors j'en parle pas. Allez, on va faire comme ça. Ça marche, messieurs. Messieurs, bonne journée à vous. Merci Romu de ton temps. Non, mais la prochaine fois, on parlera du double seuil si ça vous intéresse. Allez. Ouais. Ah oui. Ouais. Eh ben là, on fera une grosse séance, un gros enregistrement double seuil, mode d'emploi. Pas de problème. Ah, mais merci, hein. Merci, c'est toujours sympa. Et là, j'ai Merci l'impression à que toi. t'as pas sorti trop d'expressions. Moi? Ouais, d'habitude, Non. sur chaque podcast, c'est vrai que tu fais fort, là, il n'y Ouais. en a pas trop. Bah écoute, là, on avait une sommité aujourd'hui avec nous, donc je me suis tenu, quoi. Ok. Bon les gars, Mika fait un bon voyage, profite bien, envoie-nous des photos, et puis avec un peu de chance, je serai là-bas avec mon fouet sur le bord de la Queen Key. Allez, avec grand plaisir. Salut les gars. Ouais, à bientôt. Ciao.